Les portes vitrées du Walter Reed National Military Medical Center reflétaient la lumière mourante de décembre, tandis que le lieutenant Jason Hartwick s'avançait, bloquant l'entrée de son corps. L'homme sans abri devant lui puait la sueur et le vieux café, sa barbe hirsute, saupoudrée de givre. À l'intérieur, quelqu'un hurlait. Hartwick s'en fichait. C'est un établissement médical militaire, pas un refuge pour sans-abri, dit-il, sa voix froide et tranchante. Vous contaminez la zone. L'homme, Marcus Sullivan, prit une respiration superficielle. Ses yeux glissèrent au-delà du lieutenant vers le chaos qui se déroulait derrière le verre. « Quelqu'un est en train de mourir là-dedans, » dit Marcus calmement. « Je peux aider. » Hartwick rit, un aboiement cruel qui coupa à travers le vent. « Vous, aider? Vous sentez l'échec. Quoi que vous pensiez avoir été, ça n'a plus d'importance maintenant. Vous n'êtes rien. » Marcus s'avança. Hartwick le repoussa violemment. Et à cet exact moment, une infirmière surgit par les portes, son visage blême de terreur, hurlant des mots qui changeraient tout. « Nous le perdons. Nous avons besoin d'un corpsman maintenant. C'est l'amiral Forner. » Avant de continuer cette histoire, nous aimerions savoir d'où vous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous nous indiquant votre ville ou votre pays. Et si des histoires comme celle-ci sur le courage, le sacrifice et les secondes chances touchent votre cœur, veuillez les envisager de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à partager plus d'incroyables histoires vraies qui honorent les héros oubliés parmi nous. Maintenant, continuons. Marcus Sullivan avait été invisible pendant 4 ans. Pas littéralement, bien sûr. Les gens le voyaient, ils ne le voyaient simplement pas. Ils voyaient la saleté sous ses ongles, la veste en toile déchirée maintenue par du ruban adhésif, le sac à dos vert moisi qui sentait légèrement la moisissure. Ils voyaient un problème, une statistique, un compte moral. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'homme qui avait sauvé 47 vies au combat. Le corpsman de la Navy qui avait pratiqué une thoracotomie sur le champ de bataille avec un couteau Ka-Bar et un tube de stylo-bille pendant que les balles sifflaient au-dessus de sa tête dans la province de Helmand. L'homme que l'équipe SEAL 3 avait surnommé Phantom Needle parce qu'il pouvait poser une perfusion dans un Humvee en mouvement sous le feu dans l'obscurité totale. Cet homme-là était parti. Du moins, Marcus s'en était convaincu. Il dormait sous un pont de chemin de fer à 3 pâtés de maison de Walter Reed. L'ironie ne lui échappait pas. Chaque nuit, il pouvait voir les lumières de l'hôpital où des hommes et des femmes en uniforme recevaient les soins qu'il avait autrefois prodigués, où les médecins travaillaient dans des salles stériles avec du matériel qui fonctionnait vraiment, où personne ne se vidait de son sang parce que l'évacuation médicale ne pouvait pas atterrir. Il n'y était jamais entré, pas en 4 ans, jusqu'à aujourd'hui. Cela avait commencé comme la plupart des soirées de décembre. Vent froid, estomac vide, la douleur dans son genou droit due à l'explosion à Kandahar qui l'avait projeté à 15 pieds contre un mur de béton. Marcus était assis contre le mur d'une pharmacie CVS, le dos contre la brique, observant la circulation piétonne. Une jeune femme laissa tomber $1 dans le gobelet en papier à ses pieds sans le regarder. Un homme en costume d'affaires traversa de l'autre côté de la rue. Normal. Puis il l'entendit, un cri aigu, strident, terrifié. La tête de Marcus se redressa. De l'autre côté de la rue, un adolescent, peut-être 16 ans, s'était effondré sur le trottoir. Sa mère était agenouillée à côté de lui, hurlant à l'aide. Des gens s'étaient rassemblés, inutiles et paniqués. Marcus était debout avant même de s'en rendre compte. Ses mains fouillaient déjà dans son sac à dos pour le kit médical, tandis qu'il traversait la rue. Le kit était une triste blague. Gaz périmé, un rouleau de ruban médical trouvé dans une poubelle, une petite bouteille d'alcool à friction. Mais ses mains se souvenaient de tout. « Laissez-moi aider », dit Marcus, tombant à genoux. La mère le regarda, ses vêtements sales, et hésita. « S'il vous plaît », murmura-t-elle. Le garçon convulsait. Marcus le roula sur le côté, protégeant ses voies respiratoires, chronométrant les convulsions avec le genre de précision calme qui venait de l'avoir fait quand les balles volaient. 90 secondes. Monsieur Tarsa, la crise s'arrêta. La respiration du garçon se stabilisa. Marcus vérifia son pouls, ses pupilles. « Il ira bien, dit Marcus. Mais il a besoin d'un hôpital. Appelez le 911. » La mère pleurait, serrant la main de Marcus. « Merci. » « Oh mon Dieu, merci. » Marcus se leva, se glissant dans la foule avant l'arrivée de l'ambulance.
Il ne voulait pas de questions, il ne voulait pas de gratitude, il voulait disparaître parce que chaque fois qu'il sauvait quelqu'un maintenant, il voyait les visages des 3 Marines qu'il n'avait pas pu sauver. Le caporal Ramirez, 19 ans, qui s'était vidé de son sang dans les bras de Marcus parce que le garrot avait échoué. Le PFC Deshaun Miller, 22 ans, qui avait pris un éclat d'obus à l'artère fémorale et était parti en 90 secondes. Et le caporal Tyler Hayes, 21 ans, qui avait supplié Marcus de ne pas le laisser mourir. Et Marcus avait essayé. Mon Dieu, il avait essayé. Mais il y avait trop de sang et pas assez de temps et pas assez de mains. Marcus marcha vers le pont, ses mains tremblant, pas à cause du froid, mais du souvenir. Il était presque arrivé quand il entendit le tumulte à Walter Reed. L'hôpital était à 2 pâtés de maisons plus haut. Sa façade illuminée contre le ciel qui s'assombrissait. Quelque chose n'allait pas. Il pouvait l'entendre. Le ton particulier de la panique, les cris superposés. Urgence médicale. Son corps réagit avant que son cerveau ne suive. Il tourna. Il marcha vers l'hôpital et c'est là qu'il rencontra le lieutenant Jason Hartwick. Hartwick avait 29 ans, impeccable et doux. Il avait diplômé de l'Académie navale 5 ans plus tôt et avait passé toute sa carrière derrière des bureaux. Pas de déploiement, pas de combat, pas de réelle compréhension de ce que signifiait vraiment l'uniforme sur son dos. Il avait été assigné à la sécurité de Walter Reed 3 mois plus tôt et il prenait son travail au sérieux, trop au sérieux. Il avait été sous pression de l'administration de l'hôpital pour nettoyer la zone après des plaintes de visiteurs sur la population sans abri près de l'établissement. Hartwick les voyait comme une nuisance, une tache sur la réputation militaire, et quand il vit Marcus s'approcher de l'entrée principale, il s'avança pour l'intercepter. « Arrêtez-vous là », dit Hartwick, se plaçant sur le chemin de Marcus. Marcus s'arrêta. Il regarda au-delà de Hartwick vers les portes vitrées. À l'intérieur, il pouvait voir des infirmières courir. Quelqu'un était poussé dans le couloir à toute vitesse. « J'ai besoin d'entrer », dit Marcus. Sa voix était basse, rauque d'inutilisation. Les yeux de Hartwick balayèrent Marcus avec un dégoût à peine dissimulé, les cheveux emmêlés, la veste tachée, l'odeur. « C'est un établissement médical militaire, pas un refuge pour sans-abri », dit Hartwick. « Vous contaminez la zone. » La mâchoire de Marcus se serra. « Quelqu'un est en difficulté, je peux aider. » Hartwick rit. C'était un son sans chaleur, tranchant et méprisant. « Vous aidez? Vous prétendez avoir servi. Chaque clochard dans la rue prétend ça. Montrez-moi votre DD 214 ou déguerpissez. » Marcus ne bougea pas. Ses yeux restèrent sur le chaos à l'intérieur. « Je suis un Carbman, » dit-il calmement. « Je peux aider. » Hartwick s'approcha plus près, sa voix tombant à un murmure venimeux. « Vous rendez les patients mal à l'aise. Vous sentez l'échec. Quoi que vous pensiez avoir été, ça n'a plus d'importance maintenant. Vous n'êtes rien. Dégagez. » Une petite foule s'était rassemblée. Une jeune caporale nommée Maria Rodriguez, juste en train de finir son service, s'arrêta près de l'entrée, observant. Elle avait vu Marcus avant, dormant près du garage de stationnement. Elle ne lui avait jamais parlé. Le sergent James Chen, un vétéran de la guerre du Golfe avec une prothèse à la jambe gauche, remontait la rampe pour fauteuil roulant. Il ralentit, son visage se durcissant en regardant la confrontation. La docteure Patricia Wells, une médecin civile, marchait vers sa voiture. Elle jeta un coup d'œil en arrière, mal à l'aise, mais continua. 2 gardes de sécurité civile se tenaient à proximité, mains sur leur radio, attendant de voir si Hartwick avait besoin de renfort. Marcus essaya de contourner Hartwick. Hartwick le repoussa violemment. Marcus trébucha en arrière, se rattrapant. Ses mains de chirurgien stable, se serrèrent en poing. Mais il ne riposta pas. « Touchez cette porte encore et je vous fais arrêter pour intrusion, » dit Hartwick, sa voix assez forte pour que tout le monde entende. « Vous n'avez pas votre place ici. » Le vent se leva, faisant claquer les drapeaux au-dessus. Le drapeau américain, le drapeau de la Navy, symbole de service et de sacrifice. Et voici un homme qui avait incarné les deux, traité comme une ordure. Marcus prit une respiration. Il était sur le point de se retourner, de disparaître dans le froid et l'obscurité où était sa place. Et puis les portes s'ouvrirent violemment. L'infirmière Amy Castellano, 34 ans, 15 ans dans la Navy, surgit. Ses vêtements étaient tachés de sang. Son visage était un masque de terreur. « Nous le perdons » hurla-t-elle. « Nous avons besoin d'un Carbman maintenant. C'est l'amiral Forner. » Ce qui se passa ensuite fut plus tard décrit par les témoins comme le moment où un fantôme devint réel. Marcus ne pensa pas.
Pensée était pour les gens qui avaient le temps. Il bougea. Il repoussa Hartwick avec une force qui envoya le lieutenant s'étaler contre le verre. Il franchit les portes avant que quiconque puisse l'arrêter. Derrière lui, Hartwick se releva, la fureur et l'incrédulité se disputant sur son visage. Il courut après Marcus, criant « Arrêtez-le! Lui! 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 Sécurité! » Mais Marcus était déjà parti, suivant le son de la panique comme un phare. Il se déplaça dans les couloirs de l'hôpital avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois. Ses yeux balayèrent les portes, les panneaux, le flux de personnes. Là, chambre 14, observation d'urgence. Il enfonça la porte. La pièce était un chaos. L'amiral Robert Fulner, 63 ans, commandant de la 6e flotte, un homme qui avait supervisé des opérations dans 3 théâtres de guerre, était sur une civière, son visage gonflé et violet, sa poitrine bougeant à peine. Choc anaphylactique. Un jeune résident, le docteur Kevin Park, 27 ans, fraîchement sorti de l'école de médecine, se tenait figé, un épipène dans sa main tremblante. 2 infirmières se criaient dessus. Un thérapeute respiratoire essayait de préparer un kit pour voie aérienne, mais ses mains tremblaient. Personne n'avait le contrôle. Et dans une urgence médicale, le contrôle est tout. Marcus ne s'annonça pas. Il ne demanda pas la permission. Il prit simplement le contrôle. Airway, 0,3 mg IM, cuisse latérale. Maintenant, dit Marcus, sa voix tranchant le bruit comme une lame. Ce n'était pas fort, c'était du commandement. Le docteur Park se tourna, le choc se lisant sur son visage. « Qui diable êtes-vous » ? « Corpsman, dit Marcus. Son ton ne laissait pas de place à l'argumentation. La main de Park bougea. Il injecta l'épinéphrine. Marcus était déjà aux côtés de l'amiral, ses doigts sur l'artère carotide. Pouls filant, respiration obstruée, voix aérienne compromise. J'ai besoin d'un laryngoscope et d'un tube ET taillé. 8. Marcus dit. L'infirmière Castellano, celle qui avait hurlé dehors, bougea instantanément. Elle connaissait cette voix. Elle l'avait entendue avant dans des simulations d'entraînement, dans les histoires que racontaient les anciens Carmen. C'était la voix de quelqu'un qui l'avait fait sous le feu. Marcus inclina la tête de l'amiral en arrière, ouvrant les voies aériennes. Sa main gauche positionna la mâchoire avec une précision parfaite, tandis que sa main droite prit le laryngoscope de Castellano. Il l'inséra, visualisa les cordes vocales en 3 secondes et glissa le tube endotrachéal en place avec le genre de mouvement fluide et pratiqué qui vient de l'avoir fait dans le noir à l'arrière d'un Humvee pendant que quelqu'un tire sur vous. « Ventilez-le », dit Marcus. Le thérapeute respiratoire connecta le masque à valve et commença à presser. La poitrine de l'amiral monta et descendit. « Oxygène. Posez une perfusion, saline normale, à fond, » dit Marcus. « Et apportez-moi un chariot de crash. Si sa pression tombe en dessous de 80 systoliques, on commence les vasopresseurs. » Ses mains bougèrent sur le corps de l'amiral, vérifiant d'autres signes de détresse. Pas d'éruption, pas d'urticaire. C'était une réaction médicamenteuse, pas une piqûre ou de la nourriture. « Qu'a-t-il reçu dans les 30 dernières minutes » demanda Marcus. Le docteur Park, encore pâle, bégaya. « Antibiotique, ceftriaxone, pour une infection de routine. Il est allergique, » dit Marcus platement. « C'est dans son dossier, » murmura une infirmière horrifiée. « Nous l'avons manqué. » Marcus ne répondit pas. Il n'y avait pas de temps pour les reproches. Sa concentration était absolue. Il vérifia la perfusion que Castellano avait posée. Bon placement. Il ajusta le débit. La couleur de l'amiral commençait à s'améliorer. Le gonflement de son visage diminuait. L'épinéphrine fonctionnait. Rythme cardiaque se stabilisant, dit le thérapeute respiratoire en lisant le moniteur. Pression artérielle remontant à 90/60. Marcus hocha la tête. Il resta aux côtés de l'amiral, une main sur le poignet de l'homme, sentant le pouls se renforcer. Autour de lui, la pièce s'était transformée de chaos en urgence contrôlée. Tout le monde bougeait avec un but maintenant, suivant le rythme que Marcus avait établi. Le lieutenant Hartwick surgit dans la pièce, 2 gardes de sécurité derrière lui. « Sortez-le d'ici » hurla Hartwick, pointant Marcus. « Il n'est pas autorisé. » « Taisez-vous, » dit l'infirmière Castellano, sa voix plate et dangereuse. « Il vient de sauver la vie de l'amiral. » Hartwick se figea, les mots ne semblaient pas s'enregistrer. Il regarda Marcus, debout là dans sa veste sale, main stable sur le poignet de l'amiral, et pour la première fois, le doute traversa son visage. « Quoi ?» murmura Hartwick. Le docteur Park, encore secoué, s'avança. Sa voix était calme, humble. « Il a raison.
Si cet homme n'avait pas été là, l'amiral Fulner serait mort. J'ai gelé. Je suis désolé, mais il savait exactement quoi faire. Le silence dans la pièce n'était brisé que par le bip rythmique du moniteur cardiaque et le sifflement doux du ventilateur. Marcus ne regarda aucun d'eux. Ses yeux restèrent sur l'amiral. La respiration de l'homme était stable maintenant, forte. Il allait s'en sortir. Marcus commença à reculer, à se glisser vers la porte. Il avait fait ce qui devait être fait. Maintenant, il était temps de partir avant que les questions ne commencent, avant que quiconque ne regarde trop près. Mais alors qu'il se tournait, les yeux de l'amiral s'ouvrirent. L'amiral Robert Fulner était dans la Navy depuis 41 ans. Il avait commandé des navires, dirigé des forces opérationnelles, était dans des salles où le destin des nations se décidait. Il avait vu de jeunes hommes et femmes faire des choses extraordinaires dans des circonstances impossibles. Mais la confusion sur son visage, alors qu'il reprenait conscience, était absolue. Quoi? Que s'est-il passé? Croissa-t-il, sa voix rauque. L'infirmière Castellano se pencha sur lui, son sourire tremblant de soulagement. Vous avez eu une réaction allergique, monsieur. Anaphylaxie sévère. Mais vous êtes stable maintenant. Les yeux de l'amiral bougèrent lentement autour de la pièce, prenant les visages. Le docteur Park, les infirmières, le thérapeute respiratoire. Puis son regard se posa sur Marcus, à mi-chemin vers la porte, la veste sale, les cheveux ébouriffés, l'homme qui avait l'air d'avoir vécu dans la rue parce qu'il l'avait fait. Qui? La voix de l'amiral était faible, mais la question était claire. Qui m'a sauvé? Le docteur Park déglutit difficilement. Lui, monsieur. Un sans-abri. Les mots planaient dans l'air, absurde et impossible. Un sans-abri venait de pratiquer un niveau de médecine d'urgence que la plupart des médecins peinaient à maîtriser. Les yeux de l'amiral Fulner se plissèrent, se concentrant sur Marcus avec une intensité soudaine. Il y avait quelque chose de familier, quelque chose dans la façon dont l'homme se tenait, dont il avait bougé, la précision de ses actions. « Attendez, dit l'amiral, sa voix était plus forte maintenant. Venez ici. » Marcus s'arrêta. Il ne se tourna pas. « S'il vous plaît, dit l'amiral. » Ce n'était pas un ordre, c'était une requête. Lentement, Marcus se tourna. Il s'approcha de la civière. L'amiral étudia son visage, ses yeux traçant les lignes, les cicatrices, la barbe. Puis son regard descendit sur les mains de Marcus, les mains qui venaient de lui sauver la vie. Là, à l'intérieur du poignet droit de Marcus, à peine visible sous la crasse, était un tatouage, petit, fané, un trident seal de la Navy avec une croix médicale au centre. La respiration de l'amiral s'arrêta. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. Sa main, encore faible, s'étendit et attrapa le poignet de Marcus, le tirant plus près. Ses doigts tracèrent le tatouage, puis il le vit. Autour du cou de Marcus, suspendue à un cordon vert effiloché, était une petite lampe torche rouge Maglite, le genre que les corpsmen portaient pour vérifier les pupilles dans le noir. Mais celle-ci était différente. Gravée sur le côté, à peine lisible, étaient des mots. L'amiral connaissait ces mots. Il avait été là quand ils avaient été gravés. De l'équipe CL3, tu nous as ramenés à la maison. Le visage de l'amiral pâlit, sa bouche s'ouvrit et se ferma, et quand il parla enfin, sa voix était étouffée par l'émotion. Phantom Needle, Marcus Sullivan. La pièce devint absolument silencieuse. La main de l'infirmière Castellano vola à sa bouche. Les yeux du docteur Park s'écarquillèrent et le sergent Chen, qui s'était roulé dans l'embrasure de la porte pour voir ce qui se passait, laissa échapper un son étranglé. Même le lieutenant Hartwick, debout près du fond de la pièce, sentit l'air quitter ses poumons. Phantom Needle. Le nom était une légende dans les cercles médicaux de la Navy. Un corpsman qui avait servi 18 ans attaché aux équipes SEAL, qui avait sauvé plus de vies au combat que quiconque pouvait compter. Il y avait des histoires sur lui. La thoracotomie à Helmand, le moment où il avait gardé un Marine avec une artère fémorale sectionnée en vie pendant 30 minutes, jusqu'à l'arrivée de l'évacuation médicale en n'utilisant rien d'autre que ses mains nues et une ceinture. L'opération à Ramadi, où il avait traité 14 blessés les uns après les autres pendant 6 heures d'affilée sous un feu constant. Il avait été recommandé pour la Navy Cross, et puis il avait disparu. L'amiral Fulner l'avait rencontré une fois, des années plus tôt, lors d'une cérémonie honorant l'équipe SEAL 3 après un déploiement particulièrement brutal. Fulner était capitaine alors, supervisant les opérations navales dans le Golfe. Il se souvenait d'avoir serré la main de Marcus, se souvenait de l'humilité calme dans les yeux de l'homme. Et maintenant, ce même homme se tenait devant lui, sans abri et oublié.
Mon Dieu, dit l'amiral à nouveau, sa voix se brisant. Que vous est-il arrivé? Marcus ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Les mots étaient coincés quelque part derrière le mur qu'il avait construit autour de lui. Le mur qui gardait les souvenirs à distance. Le mur qui l'empêchait de s'effondrer complètement, mais la poigne de l'amiral sur son poignet se resserra. « Vous m'avez sauvé la vie », dit Fulner. Des larmes coulaient sur son visage maintenant, sans honte. Tout comme vous avez sauvé tant d'autres, la gorge de Marcus bougea. « Je suis désolé, monsieur », parvint-il à dire. « J'ai juste fait ce qui devait être fait. »« Ne vous excusez pas, » dit l'amiral farouchement. « Ne vous avisez pas de vous excuser. » Il regarda autour de la pièce, son regard se posant sur le lieutenant Hartwick. Le lieutenant était devenu pâle, son corps rigide contre le mur. Les yeux de l'amiral se plissèrent. « Vous, » dit Fulner, sa voix gagnant en force, « était-ce vous qui le bloquiez dehors ?» Hartwick ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. « Répondez-moi, lieutenant, » dit l'amiral. C'était un ordre maintenant, et il y avait de l'acier dedans. « Oui, monsieur, » murmura Hartwick. « Je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas ?» La voix de l'amiral s'éleva, tranchante et froide. « Vous ne saviez pas que l'homme que vous traitiez comme de la merde était un vétéran décoré au combat. Vous ne saviez pas que chaque personne, peu importe son apparence, mérite une dignité humaine de base. » Le visage de Hartwick se froissa. « Monsieur, je suivais le protocole. »« Protocole ?» L'amiral essaya de s'asseoir. L'infirmière Castellano le maintint doucement, mais sa fureur était palpable. Le protocole n'inclut pas la cruauté. Le protocole n'inclut pas l'humiliation. Cet homme a servi son pays avec plus d'honneur que vous ne le comprendrez jamais, et vous l'avez poussé. Vous l'avez appelé rien. La pièce était silencieuse. Les mains de Hartwick tremblaient. Son monde soigneusement construit, son sens de l'ordre et du contrôle, s'effondrait. « Je suis désolé, bégaya-t-il. Monsieur, je n'ai pas... » « Vous présenterez des excuses formelles à Monsieur Sullivan, » dit l'amiral, « et ensuite, vous vous rapporterez au commandant de la base. Je demande une enquête complète sur la façon dont un vétéran, un héros, a été traité dans un établissement médical militaire. » Hartwick avait l'air d'être sur le point de vomir. Il se tourna vers Marcus, son visage une étude de honte et d'incrédulité. « Je m'excuse, dit-il, les mots à peine audibles. » Marcus le regarda. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste de l'épuisement. « C'est OK, » dit Marcus calmement. « Oubliez ça. » Mais l'amiral n'avait pas fini. « Et quelqu'un apporte une chaise à cet homme, » dit Fulner. « Apportez-lui de l'eau, de la nourriture, et pour l'amour de Dieu, sortez-le de ses vêtements et mettez-lui quelque chose de chaud. » L'infirmière Castellano bougea immédiatement, guidant Marcus vers une chaise dans le coin de la pièce. Il s'y enfonça, et pour la première fois depuis ce qui semblait des années, il se permit de respirer. La docteure Patricia Wells apparut dans l'embrasure de la porte, son visage taché de larmes. Elle était revenue après avoir entendu le tumulte. Elle avait vu Marcus sauver l'amiral, et elle avait réalisé avec une clarté écœurante qu'elle était passée devant lui une centaine de fois, et il n'avait jamais arrêté pour aider. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-elle. Marcus la regarda. Il ne savait pas quoi dire, alors il hocha juste la tête. Le sergent Chen se roula plus près, sa prothèse à la jambe gauche visible sous son jean. Il s'arrêta devant Marcus et, avec un grand effort, se poussa pour se lever sur une jambe, puis il salua. « Monsieur, » dit Chen, sa voix épaisse d'émotion, « merci pour votre service, monsieur. » Marcus le fixa, puis, lentement, il se leva. Il rendit le salut, sa main tremblant. C'était la première fois en 14 ans qu'il se permettait de se souvenir de ce que ce geste signifiait. À cet exact moment, de l'autre côté de l'hôpital, la commandante Lisa Bradshaw finissait ses rondes quand elle entendit le tumulte. En tant qu'officier médical senior de l'hôpital, elle arriva dans la chambre 14 pour trouver une scène qu'elle décrirait plus tard comme surréaliste. Un amiral allongé sur une civière, vivant grâce à un vétéran sans-abri, un lieutenant debout dans le coin, sa carrière en ruine, et une pièce pleine de gens regardant Marcus Sullivan comme s'il venait de sortir d'une légende. La commandante Bradshaw jeta un regard à Marcus et prit une décision qui changerait tout. « Monsieur Sullivan, » dit-elle, s'avançant, « je suis la commandante Bradshaw. Au nom de cet établissement et de la Navy des États-Unis, je veux vous remercier, mais je veux aussi vous demander quelque chose. Nous laisserez-vous vous aider ?» Marcus la regarda. Il voulait dire non. Il voulait disparaître dans les rues, dans l'anonymat où était sa place. Mais alors il regarda l'amiral, le sergent Chen, l'infirmière Castellano, les visages des gens qui venaient de le voir pour qui il était vraiment.
Pas un clochard sans abri, pas un échec, un cordman, un frère, un homme qui avait tout donné et rien reçu en retour. Je ne sais pas si je peux être aidé, dit Marcus, sa voix à peine un murmure. Les yeux de la commandante Bradshaw étaient bienveillants. Laissez-nous essayer, dit-elle, et Marcus, pour la première fois en 4 ans, ressentit quelque chose qu'il pensait perdu à jamais, l'espoir. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. L'amiral Forner, une fois sorti d'observation, en fit sa mission personnelle de s'assurer que Marcus reçoive les soins qu'il méritait. Il contacta directement l'administration des anciens combattants, contournant la bureaucratie qui avait échoué Marcus auparavant. En 72 heures, Marcus fut inscrit dans un programme intensif de traitement du PTSD au National Intrepid Center of Excellence, un établissement conçu spécifiquement pour les vétérans de combat avec des blessures cérébrales traumatiques et des traumas psychologiques. On lui donna une chambre privée dans un logement de transition pour vétérans, des draps bêchés propres, un lit chaud, une porte qui verrouillait de l'intérieur. La première nuit, Marcus ne put pas dormir. Il s'assit au bord du lit, fixant les murs, attendant que l'autre chaussure tombe, que quelqu'un réalise que c'était une erreur, qu'il ne méritait pas ça. Mais le matin vint, et personne ne le reprit. Une équipe de médecins et de thérapeutes commença à travailler avec lui. Ils étaient patients, ils ne poussaient pas. Ils laissaient Marcus parler quand il était prêt. Et lentement, douloureusement, l'histoire sortit. L'embuscade dans la province de Helmand, les 3 Marines qu'il n'avait pas pu sauver, la culpabilité qu'il avait rongé vivant, la façon dont il avait refusé l'aide parce qu'il croyait ne pas la mériter. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, lui dit la docteure Sarah Lynn, sa thérapeute principale, un après-midi. Vous étiez un homme seul, dans une situation impossible, et vous avez sauvé tous ceux que vous pouviez. Ce n'est pas un échec, c'est de l'héroïsme. Marcus secoua la tête. Ils sont morts. J'étais leur corpsman. J'étais censé les ramener à la maison. Vous avez ramené 47 autres à la maison, dit la docteure Lynn doucement, et vous devez vous permettre de pleurer ceux que vous n'avez pas pu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est être humain. C'était dur, plus dur que n'importe quel échange de tirs dans lequel Marcus avait été. Parce qu'au combat, l'ennemi était externe, mais ce combat était interne. Chaque jour, il devait affronter les souvenirs, la culpabilité, la honte. Il y avait des jours où il voulait fuir, retourner dans les rues où la douleur était familière, mais le sergent Chen lui rendait visite chaque semaine. L'infirmière Castellano passait avec du café. Même le docteur Park, le jeune résident qui avait gelé pendant l'urgence de l'amiral, vint remercier Marcus et apprendre de lui. « Vous m'avez sauvé aussi », admit Park. « J'étais sur le point d'abandonner. Je pensais ne pas être fait pour ça, mais en vous regardant, vous m'avez montré ce que signifie rester calme sous pression. Vous m'avez donné quelque chose à aspirer. » Et lentement, Marcus commença à croire que peut-être, juste peut-être, il n'était pas au-delà du sauvetage. 6 semaines après l'incident, l'amiral Fulner visita Marcus au logement de transition. Il arriva sans annonce dans son uniforme de service et demanda s'il pouvait te faire une promenade. Ils marchèrent dans les jardins en silence un moment, l'air froid de février mordant leur visage. Finalement, l'amiral parla. « Je vous dois ma vie, dit-il, mais plus que ça, je vous dois des excuses. Le système vous a laissé tomber. Nous vous avons laissé tomber, vous avez tout donné et nous vous avons laissé passer à travers les mailles du filet. » Marcus ne savait pas comment répondre. « Ce n'était pas votre faute, monsieur, dit-il. » L'amiral arrêta de marcher. Il se tourna face à Marcus. « Peut-être pas directement, mais je fais partie de ce système et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que ça n'arrive à personne d'autre. Nous implémentons de nouveaux protocoles pour l'approche des vétérans. Nous formons le personnel à reconnaître et assister les vétérans sans abri. Et nous créons un poste, un nouveau rôle à Walter Reed. » Il posa. « Je veux vous l'offrir. » Marcus cligna des yeux. « Monsieur, nous avons besoin d'un instructeur en traumatologie, dit l'amiral. Quelqu'un qui peut enseigner à nos corpsmen, nos medics, nos jeunes médecins, ce que signifie vraiment opérer sous pression. Pas juste la version du manuel, la vraie version. La version que vous avez apprise à Helmand et Ramadi et tous les autres enfers que vous avez traversés. » Marcus sentit sa poitrine se serrer. « Je ne sais pas si je suis prêt, monsieur. »« Vous n'avez pas à l'être maintenant, dit l'amiral. Prenez votre temps, terminez votre traitement. Mais quand vous le serez, le poste attendra. Vous avez passé 4 ans à penser que vous étiez sans valeur. Je veux que vous passiez les 4 prochains et les 4 suivants à savoir que vous êtes inestimable. » Les larmes brouillèrent la vision de Marcus. Il les essuya rudement. « Merci, monsieur,
parvint-il à dire. L'amiral tendit la main. Marcus la serra. Et cette fois, il ne se sentait pas comme s'il serrait la main d'un officier supérieur. Il se sentait comme s'il serrait la main d'un frère. 3 mois plus tard, Marcus se tenait devant une salle de classe au Naval Medical Center. Il portait un uniforme propre, ses cheveux coupés, sa barbe rasée. Sur sa poitrine était un nouveau patch qui disait « LCDR Sullivan, instructeur en traumatologie ». Devant lui étaient assis 23 jeunes corpsmen, frais sortis de l'entraînement, sur le point d'être déployés dans des hôpitaux de campagne et des zones de combat. Ils le regardaient avec un mélange de curiosité et de respect. Marcus prit une respiration. « Mon nom est Marcus Sullivan », dit-il. « Mon indicatif était Phantom Needle. J'ai servi 18 ans comme corpsman de la Navy attaché aux équipes SEAL. Je vais vous enseigner comment garder les gens en vie quand tout s'effondre. Mais d'abord, je vais vous dire quelque chose de plus important que n'importe quelle procédure médicale. » Il posa, regardant chacun d'eux dans les yeux. « Vous allez perdre des gens. Peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe à quel point vous essayez, vous perdrez des gens. Et ça vous brisera. Ça m'a brisé. J'ai passé 4 ans dans la rue parce que je ne pouvais pas vivre avec la culpabilité. Mais voici ce que j'ai appris. Vous n'honorez pas ceux que vous perdez en vous détruisant. Vous les honorez en sauvant la personne suivante, et la suivante, et la suivante. Vous les portez avec vous, mais vous ne les laissez pas vous noyer. » La salle était silencieuse. L'un des corpsmen, une jeune femme nommée Petty Officer Simmons, leva la main. « Qu'est-ce qui vous a ramené, monsieur ?» demanda-t-elle. Marcus pensa à cette question. Il pensa au moment dehors à Walter Reed, quand Hartwick l'avait poussé, quand il aurait pu s'en aller, quand chaque partie de lui voulait disparaître. Et il pensa à la voix de l'amiral appelant son nom, le rappelant des ténèbres. « Quelqu'un avait besoin d'aide, » dit Marcus simplement. « Et j'ai réalisé que tant que je peux encore aider, je n'ai pas fini. » La classe hocha la tête, comprenant. Après la fin du cours, Marcus sortit du bâtiment dans le soleil de fin d'après-midi. Le ciel était clair, l'air encore froid, mais pas mordant. Il sortit son téléphone, un nouveau que la VA lui avait donné, et vérifia ses messages. Il y en avait un du sergent Chen demandant si Marcus voulait dîner, un autre de l'infirmière Castellano partageant une histoire drôle de son service, et un de la docteure Lynn, sa thérapeute, lui rappelant leur session demain. Marcus sourit. Il avait encore des cauchemars. Il se réveillait encore certaines nuits avec le cœur battant, voyant les visages de Ramirez, Miller et Hayes. Mais il se réveillait aussi en sachant qu'il avait un but, qu'il comptait. Alors qu'il marchait vers le parking, il vit une silhouette assise contre le mur près de l'entrée. Un jeune homme, peut-être la mi-vingtaine, dans une veste militaire déchirée, sans abri. Marcus s'arrêta, il s'approcha et s'accroupit. Le jeune homme leva les yeux, méfiant. « Hé !» dit Marcus doucement. « Ça va ?» Le jeune homme haussa les épaules, juste essayer de rester au chaud. Marcus fouilla dans sa poche et sortit une carte. Elle avait les numéros de téléphone pour les services aux vétérans, pour l'aide au logement, pour le soutien en santé mentale. « Écoutez, » dit Marcus, « je sais ce que ça fait. Je sais ce que c'est de penser qu'il n'y a pas de retour, mais il y en a. Ce n'est pas facile. Ça va être dur comme l'enfer, mais c'est possible. J'en suis la preuve. » Le jeune homme prit la carte, ses yeux scannant l'uniforme de Marcus, le patch sur sa poitrine. « Vous étiez sans abri ?» demanda-t-il, incrédule. « Pendant 4 ans, » dit Marcus. « J'ai dormi sous un pont à 3 pâtés de maison d'ici. Je pensais que j'étais fini, que je ne méritais pas d'aide. Mais j'avais tort. Et vous aussi, si c'est ce que vous pensez. » Les yeux du jeune homme se remplirent de larmes. « Je ne sais pas si je peux le faire, » murmura-t-il. Marcus posa une main sur son épaule. « Vous n'avez pas à le faire seul, » dit-il. « Appelez ce numéro. Dites-leur que Marcus Sullivan vous envoie. Ils aideront. Je promets. » Le jeune homme hocha la tête, serrant la carte comme une bouée de sauvetage. Marcus se leva. Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta et se tourna. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Davis. Caporal Jake Davis. Marines. » Marcus sourit. « Ce n'est pas trop tard, caporal. Croyez-moi, je sais. » Et alors que Marcus marchait à travers le parking vers sa voiture, une Honda cabossée que la VA l'avait aidé à acheter, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas exactement du bonheur, mais quelque chose de proche. La paix. Le genre qui vient de savoir que le pire est derrière vous et que l'avenir, aussi incertain soit-il, est à vous pour le façonner. Il pensa aux 3 Marines qu'il avait perdus. Et pour la première fois, au lieu de se noyer dans la culpabilité, il ressentit de la gratitude.
Gratitude d'avoir été là, d'avoir essayé, de leur avoir donné chaque chance, et gratitude d'être encore là, encore en train de se battre, encore capable de faire une différence. Le soleil se couchait maintenant, jetant de longues ombres sur les terrains de l'hôpital. Marcus monta dans sa voiture, démarra le moteur et roula vers ce qui venait ensuite. Parce que c'est ce que vous faites. Vous continuez, vous sauvez la personne suivante, et vous ne laissez pas les ténèbres gagner. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que les secondes chances sont possibles, que les héros peuvent être trouvés aux endroits les plus inattendus, veuillez vous abonner à notre chaîne. Et en ce moment sur votre écran, vous verrez une autre incroyable histoire qui vous attend. Cliquez dessus, regardez-la, et rappelez-vous, chaque personne que vous croisez dans la rue a une histoire. Certaines pourraient bien être légendaires. Merci d'avoir regardé.